Ce mois-ci, ce que je vous propose, eh bien, c'est une petite balade. Nous irons voir ce qui se passe du côté de la pépinière Saint-Michel à Glimes. On ira également faire un petit tour dans le potager d'Olivier Fievé et plus précisément dans ses serres. On ira voir un petit peu comment se comportent ces plants de tomates. Mais pour démarrer l'émission, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous donner quelques idées originales et de bons petits conseils pratiques pour fleurir vos terrasses et vos balconnières. Nous allons faire ici, dans les serres de Jean-Marie Pesseleu. Je crois qu'il m'attend du côté des géraniums. Suivez-moi, on y va. Ah, il est là. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Roland. Dis-moi, il y a deux choses que j'aimerais bien réaliser pour cet été. D'une part, fleurir les fenêtres de ma maison et d'autre part, fleurir la terrasse. Pour les fenêtres, j'ai envie de quelque chose d'imposant. Je pense au géranium, oui. Mais comment faire pour que ce soit vraiment imposant? Oui. C'est une plante très résistante d'abord, oui. Déjà c'est bien, mais pour que ce soit bien fleuri, rempli, oui. Je te conseille de prendre une jardinière relativement large et de travailler avec deux lignes. Ah. Une rangée à l'arrière avec des géraniums droits et puis à l'avant avec des géraniums retombants. Mais de ne pas les mélanger sur la même ligne pour ne pas avoir des trous sur la cascade. Ok, moi je suis preneur. Alors, je prends déjà cette couleur-ci. Oui, voilà. Ça, ce sont les droits. Les droits. Combien pour une tu balconnière? 4 pour une jardinière de 80 cm. Ok. Et on va prendre 5 retombants pour placer à l'avant. Ok. Dis-moi, pour la terrasse, j'ai envie de m'acheter une grande vasque, une moyenne, et de fleurir tout ça, mais vraiment avec un mélange de couleurs vraiment estivales. On va avancer un peu plus loin, Roland, et je vais te conseiller des plantes pour remplir tes vasques. On y va. Bien, Jean-Marie, beaucoup de couleurs, hein. Je crois que ça va me plaire. Qu'est-ce que tu me proposes pour cette vasque? Eh bien, je te propose d'abord de choisir une grande vasque d'au moins 60 cm de diamètre. Ça me va. Parce qu'il faudra passer suffisamment de pente pour travailler en hauteur, avec 3 niveaux. Ah, donc un niveau 80-90 cm, 60 cm, et puis toute une végétation très vivante, donc on va avoir quelque chose comme ça, un peu conique. Tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, en hauteur, tu travailles avec quoi? D'abord, en position centrale, cette cordyline pourpre, plante méditerranéenne, il faudra la rentrer l'hiver, mais tu pourras la conserver de nombreuses années. Allez, je prends. Donc, on va articuler autour de cette cordyline d'abord un étage de 3 plantes, des cannas, comme des cannas, qui vont donc donner la hauteur et fleurir. Et puis, autour de ces cannas, on va placer 3 cléomes qui vont former l'étage inférieur, 60 cm environ. Ça se développe aussi? Et qui vont développer une végétation très dense. Ah oui, quand on déjà voir comme ça, déjà, comme ça, c'est ici. Hein, donc ici, on va voir, tu vois, par rapport aux couleurs. Oui. Ah ben, donc, ça va, tu vois déjà le pourpre, l'orange, le rose. Et ça se construit bien, ça. Et puis, alors, on va faire l'étage du dessous. Et puis maintenant, on va remplir le bas. Et qui va déborder un peu de la vasque pour un peu masquer ma vasque. Tout à fait. Ça, j'aimerais bien. Alors, regarde, une plante déjà très connue, le surfinia. Une plante qui très compose de volontaire, nombreux balcons. Ensuite, on peut aussi choisir une plante à feuillage pour contraster une plante avec un feuillage doré, comme ceci ici. Et ça j'aime bien. Celle-ci aussi, mais on va la mettre en opposition. On va mettre entre eux une plante avec des fleurs blanches, tu vois, comme ceci. Tout ça, ça va rentrer dans ma vasque? Ça va rentrer dans ta vasque, oui. On aura une dizaine de plantes au total. Allez, ok, mais ça c'est bien. Celle-ci ici va donner des grandes branches qui vont donner du volume et des branches qui vont vraiment dépasser. Alors, toutes ces plantes, bien entendu, se plaisent au soleil. Oui. Ok. Par contre, mais elles auront besoin d'un substrat quand même qui est capable de bien éponger l'humidité pour la restituer aux plantes en cas de On en reparlera tout à l'heure de ça. Il y a encore une plante ici. Parfait, Jean-Marie. On va mettre tout ça en place. Mais avant ça, tu sais quoi? On va retrouver Corinne. Corinne, elle est en compagnie de Marie-Albert et elle va nous parler, elle va nous présenter toute une série de tagettes. Et nous, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Plein de belles couleurs, une fois de plus avec toi, Marie, et des bonnes odeurs. Oui, des odeurs de tagettes. La tagette, alors rappelle-nous la tagette, on l'a trouvée où? Mexique jusqu'à la Bolivie. Et maintenant, on peut la trouver chez nous. Oui, elle est arrivée chez nous parce que, on le voit, elle a des fleurs qui sont hyper attractives. Et la tagette a d'abord été utilisée, et beaucoup d'ornementales ont été utilisées comme ça, dans les parterres et dans les jardinières. Et là, on va s'intéresser plus aux tagettes. Voilà, le côté culinaire. Celle-ci aurait pu être à la fois ornementale et en cuisine alors? Oui, tout à fait, c'est ça. Et celle-là, c'est parce qu'elle a un parfum quand même qui est assez particulier.
de mandarine. Un parfum de mandarine. Et donc, on va utiliser sa fleur principalement parce que les fleurs, on a facile à les prendre. C'est toujours attractif dans une salade. En plus, il y a ce parfum. On peut consommer la feuille, mais on se rend bien compte que les feuilles sont plus petites et donc plus difficiles à utiliser. Et du coup, moins colorées aussi. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai dit son petit nom? Non. C'est Tagette tenuifolia. Celle-ci oui, celle-là, qu'on trouve derrière nous d'ailleurs. Oui, c'est la Tagette minuta. C'est une grande tagette annuelle. Autant celle-là, on la cultive en pot ou en pleine terre. Celle-là, on va devoir la cultiver absolument... C'est 2 annuelles. C'est 2 annuelles. Et celle-là, on va devoir la cultiver absolument en pleine terre parce qu'elle est très très haute. Elle fait plus d'1,50 m de haut. Okay. C'est une tagette qui fleurit très tardivement. Et donc... au départ, c'est un peu surprenant de ne pas avoir arrivé la floraison et donc j'étais plus très stimulée à la cultiver jusqu'au moment où on a découvert via Internet que cette tagette-là était utilisée au Pérou pour faire des pestos. Et donc à ce moment-là, on l'a recultivée et on a essayé les pestos. C'est magnifique de faire un pesto avec cette tagette et aussi de faire des tisanes. D'accord. Les infusions, c'est un parfum magnifique et ça se conserve aussi en sec. Ok. On sait que c'est très On bien. passe vers des vivaces cette fois-ci. Voilà, ce sont 2 variétés qui sont vivaces, mais qui ne sont pas rustiques chez nous. Donc il va falloir les rentrer pour l'hiver. Et si on veut les conserver, la meilleure façon, c'est de les cultiver en pot. Celle-là, c'est la Tagette lucida. Ça ne donne pas grand-chose au nez comme ça. Il faut froisser si la feuille. D'accord. Voilà. Et si je froisse la feuille, ça sent l'estragon, clairement. Voilà. Et donc, c'est une plante qui est intéressante, qui va pouvoir être utilisée comme l'estragon. Voilà, dans du poulet. Oui, ça rappelle des souvenirs? Oui, comme ma maman. Et là, une deuxième vivace. Et ça, c'est une plante, on le voit, hein, elle est arbustive. C'est la Tagette lémonille, qui a aussi un parfum très, pour moi, très fruité. Bah, lémonie, forcément, là, tu me vends un peu. Ça fait penser, le citron, mais et pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un parfum de fruit de la passion. Oui. Enfin voilà, mais on peut y mettre aussi tout ce qu'on veut. On a aussi ce petit parfum un peu citronné. Et donc on va utiliser tant les fleurs qui sont très aromatiques que le feuillage. Et les utilisations, ben, c'est une infusion tout simplement, mais ça peut aller aussi très bien pour faire des sirops. Les infusions dans du lait pour faire une crème, voilà, un pudding, mais avec un parfum de tagette. Oui, des fruits de la passion. Ben, on n'a plus qu'à partir au potager ou en cuisine, alors avec tous ces bons conseils. Oui. Merci Marie. Jean-Marie, je vois avec plaisir que pendant que Marie nous présentait les tagettes, eh bien toi, tu n'as pas perdu de temps puisque tu as déjà réalisé la vasque qui va se retrouver sur ma terrasse et que ça correspond à 100% à ce que tu m'as expliqué. Mais petite question, après le fleurissement de l'été, est-ce que je vais récupérer toutes ces plantes? Ben, Roland, à peu près toute, je vais dire la cordyline est vivace, sauf qu'elle doit être rentrée l'hiver. Les cannas, ce sont des rhizomes plus ou moins vivaces qui doivent être rentrés l'hiver également. Et les plantes d'orangerie, comme le solanum, le glécoma et les lychrysomes, plus encore l'anthémis, sont des plantes qui doivent être hivernées à basse température pendant l'hiver. Seuls les cléomes sont annuels et devront être remplacés. On récupère quasi 80% de voilà. masse. Ok, deuxième étape maintenant, Jean-Marie. Notre balconnière avec nos fameux géraniums. Voilà, allez, donc ça, ici tu vois un grand volume. Tu vois ici dans le fond, le bac a déjà été perforé de trous de drainage. Ça c'est important. Voilà, très important. Oui. On va placer des tessons côté bombé vers le haut dans le fond de la jardinière. Et puis on va disposer sur une épaisseur de 3 cm de l'argex. Alors l'argex, voilà. Voilà. La fonction de l'argex, tu me rappelles? L'argex, c'est pour à la fois éliminer les excédents d'eau, mais aussi retenir l'eau pour qu'en cas de sécheresse, les géraniums puissent aller rechercher l'humidité contenue dans l'argex pour s'abreuver. Alors là, tu nous as préparé une toile pour empêcher de mélanger le substrat avec l'élément drainant, de façon à ce que la percolation de l'eau puisse toujours s'opérer correctement. Voilà, et puis parfait. ensuite, nous allons disposer jusqu'à 1 cm du bord le substrat
le substrat pour géranium. Alors justement, le substrat pour géranium, qu'est-ce qu'il a de particulier? Dis-moi un petit peu. Alors, c'est un substrat qui est d'abord stérile, composé de différentes sortes de tourbes horticoles, mais ensuite aussi d'une part d'argile, qui va permettre de retenir l'humidité, et aussi un peu de lave, qui va augmenter le pouvoir drainant à l'intérieur du substrat. Durant tout l'été, est-ce qu'il va falloir que je nourrisse les géraniums? Les géraniums, ce sont des plantes qui sont assez résistantes, résistantes aussi, c'est vrai, mais exigeantes. Et la nourriture va compter sur leur développement. Et c'est sûr que des géraniums bien nourris vont produire des cascades bien plus importantes qu'un géranium. Donc quoi, on les nourrit quoi, avec un engrais liquide une fois par semaine. Dans les arrosages. Voilà. Et est-ce qu'il ne faut pas attendre entre deux arrosages? Si, le géranium est une plante de culture sèche. Donc ça veut dire qu'il faudra attendre entre chaque arrosage un laps de temps de façon que le substrat se ressèche. Ok. Voilà. Bon, donc, alors ici, maintenant partons nous allons du travailler principe que nous sommes sur à l'arrière. On va déjà les placer ici contre la vasque. On rappelle qu'on place nos géraniums droits. Ceux-ci ici à l'arrière, verticaux. Voilà. Voilà. Donc on y va. Voilà, tu peux le disposer. Voilà. Bien remettre le substrat sur les côtés, tasser tout bien autour. Tassé. On y va. Le deuxième. C'est parfait. Peut-être tu dois laisser un espace ici pour qu'on puisse placer le retombant. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il faut, penser à ça. Je vais déjà te les préparer, justement, les retombants. Et le dernier ici. Et donc, malgré le fait que ces plantes vont se développer, vont prendre du volume, elles ne vont pas s'étouffer l'une l'autre. Non, elles vont se compléter. Donc ici, pour les retombantes, on va d'abord commencer avec les côtés en inclinant le géranium légèrement, mais en travaillant sur les diagonales pour vraiment remplir le coin, tout l'espace de la jardinière. Jean-Marie, si tu veux bien, encore quelques petits conseils. Quels sont les soins que je dois apporter à mes géraniums durant tout l'été pour qu'ils fleurissent? Mais en fait, d'abord, il faut enlever les fleurs fanées régulièrement, à la fois dans les bouquets, comme tu veux voir, quand il y a encore des boutons, tu enlèves les fleurs fanées centrales. Oui. Et si j'ai un bouquet qui est complètement fané? Là, tu l'enlèves complètement en enlevant la hampe florale complètement, pour ne pas laisser de chicots qui pourraient sécher, ce qui n'est pas beau. Et en faisant ça régulièrement, je vais augmenter la floraison de tes géraniums et alors arroser régulièrement, tout en laissant sécher le substrat entre chaque arrosage pour augmenter la floraison. S'il reste tout le temps dans l'eau, il pourrait pourrir et moins fleurir. Et alors, encore une dernière chose, une fois par semaine, sur sol humide, apporter de l'engrais aux doses prescrites par les fabricants pour augmenter leur végétation et leur floraison pour obtenir ce que tu m'as demandé. Écoute, Jean-Marie, avec toutes ces informations, tous ces bons conseils, si je ne réussis pas mes balconnières, franchement, j'arrête l'émission. Un tout grand merci, Jean-Marie. On va changer maintenant complètement de sujet puisqu'on va parler tomates. Avec d'une part le coup de cœur que Laurent Minet du Centre technique horticole de Gembloux va nous présenter. Il s'agit de la tomate cœur de bœuf. Et puis on va se retrouver dans le potager d'Olivier Fievé, plus précisément dans ses serres. Jusqu'il y a peu, les amateurs de tomates de type cœur de bœuf étaient face à une alternative pas forcément séduisante. Ils pouvaient soit cultiver chez eux d'anciennes variétés de cœur de bœuf qui étaient certes délicieuses, très charnues, avec peu de pépins, mais très peu productives en général et sensibles aux maladies. Ou alors acheter ce qui est vendu comme cœur de bœuf dans les magasins et qui sont en fait de fausses cœurs de bœuf qui n'ont pas cette belle forme de cœur, qui n'ont pratiquement aucun goût. Maintenant, depuis quelques années, certains semenciers, dont la firme Close, se sont penchés sur la question et ont commencé à créer de nouvelles variétés qui allient à la fois les qualités gustatives, donc grosses tomates très charnues, de la cœur de bœuf, avec la vigueur des variétés les plus modernes. Et c'est ainsi qu'est née, par exemple, la variété Gourmandia, qui produit de très beaux fruits avec la forme idéale de cœur de bœuf. Ce sont des plants vigoureux résistants aux maladies qui produisent 2 ou 3 fois plus que les anciennes variétés de cœur de bœuf et qui sont extrêmement bonnes à manger. Et voilà la preuve à l'intérieur de ce fruit. On n'a pratiquement que de la chair, contrairement aux cœurs de bœuf qu'on trouve encore dans les supermarchés qui sont souvent complètement creuses. C'est donc une excellente variété qui est appelée à se développer dans les années qui viennent. Bonjour Olivier. Bonjour Roland. Dis-moi,
Un mois d'avril aussi froid, il y avait longtemps. Hein. Oui, oui, il y avait longtemps. Je suppose que tu n'as pas su faire grand-chose au potager. Non, non, à part quelques petits semis assez rustiques et la plantation de pommes de terre, c'était pas terrible. Non, non. Mais on a une serre. Hein. Ben oui, je vois. Voilà. Et là, les choses ont poussé. Là, il y a eu du travail. Hein. Allez, on va voir ça de plus près. Oui. Effectivement, Olivier, je vois que c'est bien vert hein, dans ta serre. Il y a du choix. Il y a des légumes rustiques, épinards, persil, laitues. Oh, les laitues sont magnifiques. Hein. Et plus loin, là, il y a quelques tomates. Eh bien oui, elles sont magnifiques aussi. Hein. Voilà. Tes tomates, comment tu as fait dit pour Voilà. avoir des plants déjà Attention, bien développés. très sensibles. Oui. Et il faut beaucoup d'engrais organiques. Oui. Et en plus, un bon terreau. On va pouvoir les installer à l'extérieur bientôt. Voilà, on va les acclimater tout doucement. Oui. Parce que les nuits sont encore très très froides. Hein. Ouais. Et c'est vrai que les plants de tomates sont sujets au froid. Ah, Hein. c'est pas la plante la plus résistante. Ouais. On fait comment alors? On va améliorer sa résistance. Ah bon, on va améliorer Voilà. la résistance avant de les installer, Voilà. ou en les installant. Et tu vas améliorer cette résistance comment? On va faire comme nos grands-parents. C'est-à-dire Un purin d'ortie. un purin d'ortie. Oui, On va transférer la robustesse de l'ortie aux tomates. Et tu vas nous expliquer comment on fait un purin d'ortie? Oui, je vais te montrer. On sort de la serre alors. On y va. On y va. Olivier, sont belles hein, tes orties? J'ai été les cueillir ce matin. Nickel. Alors, comment est-ce qu'on fait un purin d'ortie? Dis-moi. On met dans une malle les orties, on les cisaille en petits morceaux. Ouais. Pour avoir- Pour que ça s'imprègne bien Voilà, avec l'eau qu'on va y mettre. On a une meilleure fermentation, ça va un peu plus vite. Ouais. Et alors, je vois que tu as préparé un arrosoir. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Alors, de l'eau, important. On ne prend pas n'importe quelle eau. Non, c'est mieux l'eau de pluie, il n'y a pas de Oui, chlore, là, elle est pas neutre. Et quoi, on en met beaucoup? On y va? On y va, 10 litres. 10 litres pour litres. plus ou moins 1,5 kg d'ortie Voilà, fraîche. c'est ce que tu as fait. Voilà. Donc, à peu près, ton arrosoir, c'est à peu près 10 litres. C'est 10 litres, voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on aura mis cette bonne eau de pluie, quoi? On attend. On ça attend, tous les jours on remue un petit peu Oui. pour éviter, Oui. pour justement que ça fermente comme il faut. Et on attend combien de temps? Voilà. Alors là, c'est les bulles qui vont nous... Renseigner. Oui, tout à fait. Voilà. Quand il n'y a Et plus de bulles, ça ouais. peut durer d'une semaine à un mois et demi. Et ça dépend de quoi? La température. Olivier, rassure-moi, on ne va pas attendre un mois pour notre petite démonstration d'aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut. Oui. Il y en a du prêt là. Ah, tu as tout prévu. Alors quoi, il a macéré pendant combien de temps celui-là? Oh, il a macéré assez longtemps, il faut longtemps. Hein. Il faut le laisser macérer jusqu'au temps qu'il n'y ait plus de bulles. D'accord, ok. C'est là qu'on voit qu'il est... Là maintenant, on va l'utiliser tel quel? Voilà, on le filtre comme il faut et après on le dilue 10 fois. 9 volumes d'eau, 1 volume de purin. On installe tout ça dans le pulvé. Dans le pulsateur et on pulvérise les plantes. Eh bien, on va faire ça dans la serre. Ok. Voilà, Olivier, ton Merci. pulvérisateur avec ton purin filtré et dilué. Ton Prêt. purin maison. Allons-y, on peut pulvériser tes plants de tomates. On va pulvériser une fois ou on va répéter l'opération Non, pendant faut la le faire- croissance de la Il plante? faut le faire Oui, plusieurs hein. fois. Il faut le faire plusieurs fois. C'est naturel, toutes les semaines. Toutes les Ok. semaines, c'est naturel. Alors, on l'a dit, ça renforce évidemment tes plantes, mais est-ce que le purin d'ortie a d'autres vertus? Bien connu contre les pucerons. C'est très répulsif contre les pucerons. Ah, donc ça fait 2 en 1, j'ai envie Deux de en dire. un. Oui, 2 en 1, on peut multiplier aussi. Parce que si on mélange le purin d'ortie avec un purin de prêle, on renforce le... Ah, mais d'accord, c'est vrai, on peut faire du purin avec autre chose que des orties. Les prêles contre les maladies, Oui. oui, la consoude pour le phosphore. Et alors quoi, on peut faire un cocktail de tout On ça fait un cocktail soi-même? et toutes les plantes se renforcent l'une l'autre. Ok, mais imaginons, j'ai pas d'ortie, j'ai pas de prêle, j'ai pas de consoude chez moi à la maison, je veux faire un purin d'ortie, je fais quoi? Bon, il y a des solutions prêtes à l'emploi. Hein. Qui existe dans le commerce? Oui, oui, ça se vend. Oui, oui, c'est courant. Maintenant, depuis peu, on le fait. On le fait. Allez, écoute, allons-y, c'est parfait. Écoute, on se retrouve le mois prochain Oui. pour d'autres conseils dans la serre ou au jardin, on verra bien. Ok. Nous allons maintenant découvrir le livre du mois qui est consacré au potager pour les nuls. Et ensuite, eh bien, direction la pépinière Saint-Michel à Glimes, où nous retrouverons Marianne. Un potager pour les nuls, paru chez First Edition, est l'ouvrage indispensable si vous voulez démarrer votre potager, même si vous n'avez pas les mains vertes. Que vous disposiez d'une grande surface ou d'un balcon, un potager pour les nuls est fait pour vous. Du choix des graines à la préparation du sol, en passant par l'agencement du potager, ce guide très pratique vous dit tout ce qu'il faut savoir pour entretenir votre jardin, vous débarrasser des nuisibles, stocker vos récoltes, les conserver et aussi faire vos propres graines. Alors qu'attendez-vous pour démarrer et faire prospérer votre potager? Bonjour Marianne. Bonjour Alain. Dis-moi, avec le décor que tu nous as installé aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tu vas nous emmener dans le sud avant l'heure Oui. et nous présenter quelques belles plantes Voilà, en fait, méditerranéennes. Tout à fait. Je vais Ouais. un peu forcer le soleil en vous présentant
l'incontournable des jardins méditerranéens, qu'est l'olivier, et alors qu'il a une super belle symbolique de la paix et de l'harmonie. Ah, ça c'est bien. Voilà. Dis-moi, l'olivier, est-ce que c'est quand même pas un arbre qui va avoir dur à s'acclimater chez nous? Non, c'est un arbre qui ne va pas s'installer de façon naturelle sous nos climats, mais avec un bon choix au niveau du producteur d'origine, on arrive à des très bons résultats. Ça veut dire que toi, tu vas les chercher où? Moi, je vais les chercher en Toscane, alors dans un endroit qui est quand même fort dans le nord. En été, il fait effectivement très très chaud, mais en hiver, il fait très très froid. Et donc, ils ont l'habitude. Voilà, ils ont grandi là-dedans et ils sont habitués à des températures hivernales vraiment glaciales. D'accord. Alors, est-ce que quand même en hiver, est-ce qu'il ne faut pas quand même prendre quelques précautions chez nous? Oui, parce qu'en fait, la différence qu'il y a entre un climat belge et un climat méditerranéen, c'est le taux d'humidité. Chez nous, c'est quand même beaucoup plus haut. Et donc c'est en fait l'association du froid et de l'humidité qui agresse le feuillage et qui peuvent atteindre l'arbre. Donc là, on va l'envelopper, donc le feuillage, la ramure, dans un voile de protection adapté. Il faut que l'arbre puisse continuer à respirer. Donc il ne s'agit pas de mettre n'importe quoi dessus. Par contre, je suppose que si on a une grande véranda, on peut le rentrer, sauf s'il est en pleine terre. Ah, effectivement. Voilà. Alors, justement, à propos de la terre, l'olivier, arbre du Sud, très peu d'eau? Alors, pas tant que ça. En fait, les oliviers ont besoin de pas mal d'eau, mais surtout en hiver. On oublie de les arroser en hiver. Mais oui, c'est du feuillage persistant. Bien et donc, sûr. ça continue à vivre toute l'année. Et ils ont franchement besoin d'eau. Et ils souffrent souvent plus de sécheresse aussi l'hiver. L'hiver que l'été. Voilà, alors, on parlait du feuillage. Ça se taille? Ah oui, alors on peut soit le laisser libre, soit le tailler de façon vraiment très sévère. Et là, c'est vraiment je vois, tu as un exemple exemple ici voilà. à côté. Là, c'est vraiment une taille sévère. Hein. Voilà, là, c'est une taille très sévère. C'est un peu bonsaï. Voilà, il a tout à fait été mené en bonsaï. Alors, ici à côté, voilà, une deuxième plante méditerranéenne que moi, personnellement, j'adore. C'est le laurier rose. Voilà. Alors le laurier rose, il va fleurir une abondante floraison tout l'été. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir l'engraisser? Il faut l'engraisser, oui. Il faut l'engraisser, il faut bien l'arroser. Et alors, plus qu'un olivier? Oui, un petit peu plus qu'un olivier. D'accord. Oui, tout à fait. Et alors, et pour l'hiver? Il fonctionne uniquement en pot. On va vraiment, c'est une plante qu'on va devoir rentrer. D'accord. Oui, il ne va pas fonctionner en pleine terre en Belgique. Ok. Même chose pour ton troisième exemple ici, ou pas? Le Trachycarpus. Notre palmier. Oui, tout à fait. Alors lui, il peut aller en pleine terre. Ça fonctionne de mieux en mieux avec les températures, les climats qui se réchauffent. Par contre, ce qui est très important, c'est de bien drainer le sol. Donc, bien drainer, ça veut dire? On rajoute du sable ou encore mieux des bidargex lors de la plantation, en dessous. Et un peu d'engrais aussi? Une bonne couche. Un peu d'engrais et un terreau universel. Et donc, on rentre le pot en hiver aussi? Si on le met en pot ou alors en pleine terre. Ah oui, en pleine terre, ça va. Alors, on met un petit voile de protection aussi. Ah oui, l'hiver, ça demande un petit voile de protection. Ok, Marianne, tu sais quoi? On va jeter un petit coup d'œil sur le concours du geste du mois, tu veux bien? Avec plaisir. Et puis, tu vas nous montrer un beau spécimen. Avec plaisir. Okay, à tout de suite. Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et le cadeau qui vous ferait plaisir. Nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. Pour obtenir un bel effet, combien de géraniums Jean-Marie installe-t-il dans sa jardinière? La firme DCM vous gâte en vous offrant d'une part des bidons de purin à base d'ortie, de consoude, de fougères et de prêle pour renforcer naturellement vos plantes potagères et ornementales, et d'autre part plusieurs sacs de terreau géranium et plantes fleuries pour profiter de vos jardinières durant tout l'été. Pour démarrer votre potager, même si vous n'avez pas les doigts verts, Interforum Editis a le plaisir de proposer quelques exemplaires du guide Un potager pour les nuls, paru chez First Edition. Pour travailler facilement le sol de votre potager, la jardinerie Oliver à Ransard vous offre une pelle multifonction Andiger. Et enfin, les éditions Weyrich vous offrent un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Marianne, avant de nous quitter, tu avais vraiment envie de nous présenter ce sujet, ce bel olivier. Oui. Il vient de chez ton producteur en Toscane? Producteur, tout à fait. Et il a une trentaine d'années. Il est super. Voilà, alors, moi, ce qui m'étonne, c'est quand je vois le diamètre du tronc et le diamètre de la vase. Comment un arbre comme ça peut vivre dans aussi peu de terre?
Mais parce qu'on lui apporte pas mal de soins. Ça demande du coup, ça demande plus d'arrosage. Oui. Une petite vasque avec un grand arbre demande vraiment plus d'entretien. On va devoir le surveiller un petit peu plus que s'il était en pleine terre. Ça, c'est évident. Voilà, mais sinon, ça n'a pas besoin Sinon, les mêmes soins que les voilà. autres oliviers, et on le rentre bien entendu en hiver. Oui. Ok. Et alors, on va terminer en disant que pour s'offrir un arbre comme ça, il faut quand même quelques économies, je crois. Un petit peu. Okay. Marianne, un tout grand merci de nous avoir fait rêver, là, voyager dans voilà, le sud. On se retrouve le mois prochain. On se retrouve le mois prochain. Et bien voilà, et vous aussi, on se retrouve le mois prochain pour d'autres conseils au jardin. D'ici là, surtout, n'hésitez pas, embellissez votre jardin. Au revoir et à bientôt.